Henri Colbert du Théron et Madame. Monsieur l'intendant Michel Bégon et Madame. Monsieur Denis Roland, historien, et Stéphanie Rouméki. Monsieur Alexandre de Martin de Viviès et Madame. Monsieur Thomas Wallace et Madame Hortense Bonaventure. Monsieur le capitaine de Brissac et Madame. Monsieur le comte Manuel Éric de Savera et Madame la comtesse Athénaïs de Talence. Je suis cuisinier avant tout, restaurateur, donc issu d'une famille de restaurateurs également. Donc j'ai grandi là-dedans, j'ai vécu la passion de mes parents. Mon père, pendant une dizaine d'années, m'a dit qu'il y avait d'autres métiers dans la vie. Donc je pense que j'ai voulu lui faire plaisir, je suis parti en médecine. Et rapidement, je me suis rendu compte que si je restais en médecine, c'était pour faire un beau métier, certes, mais que c'était pas la passion que représentait la cuisine pour moi. Donc j'ai arrêté. Et donc après, je suis parti faire un tour de France pour apprendre le métier. Donc la pâtisserie à l'école Le Nôtre à Paris. Et ensuite dans différents restaurants en France. Christian Parra, Frédéric Anton au Pré-Catelan à Paris. Et surtout Alain Ducasse avec qui j'ai fait l'ouverture avenue Raymond Poincaré à Paris. Et ensuite j'ai travaillé avec lui au Louis XV à Monaco. Suite à ça, je suis rentré à La Rochelle, j'ai travaillé avec papa et maman. Et puis, on a appris par connaissance que le restaurant Les Flots, qui aujourd'hui est mon premier restaurant, était à vendre. Pour la petite anecdote, ce restaurant était le restaurant devant lequel passait mon père tous les jours quand il était jeune. Et il rêvait de l'acheter. L'aventure a commencé comme ça, donc avec le restaurant Les Flots, et j'avais 22 ans et demi à l'époque. Alors oui, le restaurant a très bien marché dès le départ, parce que bien évidemment, papa et maman, 26 ans de 2 étoiles Michelin, établissement Relais et Châteaux. Donc voilà, le nom Coutanceau était très connu à La Rochelle. Donc le fils qui a 22 ans, qui ouvre. Donc tout de suite, c'est vrai qu'on a eu de la clientèle parce qu'ils voulaient venir voir. Par contre, voilà, c'était à double tranchant parce que la référence des parents qui étaient là depuis longtemps avec un établissement très haut de gamme, la critique, voilà, c'est pas comme là-haut. Mais c'était pas très grave, je veux dire, les marques, voilà, j'ai pris mes marques rapidement. Les gens ont très bien compris que, voilà, ils avaient mangé chez papa, c'était le 2 étoiles Michelin, et chez nous. Puis j'ai commencé à tracer ma route. Et je crois que pour faire de la bonne cuisine, oui, il y a de la technique, je veux dire, le métier s'apprend. Mais avant tout, je veux dire, une bonne cuisine, c'est une cuisine qui est faite par amour et envie de partager, envie de donner aux gens que l'on reçoit dans notre établissement. La cuisine est une pierre, en fait, dans ce que l'on construit tous les jours. Et je crois que si à chaque fois on fait un nouvel établissement, c'est des rencontres avec des gens, des opportunités, comme ici à Vivre, qui se situe dans l'enceinte du commissariat à la marine, donc de l'arsenal de Rochefort. On a 1600 mètres carrés en tout. Pour moi, c'est un lieu d'expérimentation. Et on a développé plusieurs activités. Donc le restaurant avec un jardin d'hiver qui donne sur le port de Rochefort, un rooftop sur la saison estivale où on va travailler uniquement le soir sur une ambiance détendue avec cocktail. On a les ruches où on récolte donc notre miel, donc un apiculteur le récolte pour nous. Bien évidemment, c'est pas nous qui le récoltons, mais ça nous permet, quand les gens, nos clients les voient, d'initier une discussion avec eux et de les sensibiliser sur les problèmes, par exemple, de repollinisation. S'il n'y a plus d'abeilles, je veux dire, les cultures vont disparaître. Parce que ce sont les abeilles
qui permettent aux plantes de se développer. Donc je veux dire, c'est un sujet très important, et ce qui nous permet voilà, d'expliquer aux clients pourquoi on les a mis et surtout les sensibiliser sur cette problématique. Voilà, cet établissement est tellement grand, il nous permet de montrer ici vraiment, je veux dire, tout ce que l'on aime faire, tout ce qu'on sait faire. Et c'est vrai qu'on aime donner du plaisir, également on aime transmettre à nos clients, je veux dire, nos tours de main, nos savoir-faire. Et c'est un petit peu ce qui a conduit au départ la création des cours et après la création de l'école de cuisine, la classe des gourmets. Quand je fais quelque chose, c'est donner du sens aux choses. Et ici, dans ce lieu magnifique qui a été construit par Louis XIV, initié à ce moment-là, terminé par Napoléon Bonaparte, le commissariat à la marine, plus spécifiquement donc le quai aux vivres, c'est là qu'était stocké la nourriture, le vin et l'eau pour armer les bateaux. Je veux dire, je suis cuisinier, donc ça a un sens énorme. Et de continuer à faire ce que l'établissement faisait, je veux dire, je trouve ça exceptionnel. Et réaliser un banquet en hommage à Louis XIV, à ce qui se faisait à Rochefort à cette époque-là, est un exercice de style voilà, qui va nous permettre d'explorer notre histoire et de la mettre en scène, en apportant également notre touche, mais d'être dans cette filiation. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Votre projet a avancé? Eh bien, ça avance. Oui. On met les pièces les unes à côté des autres. Et donc, voilà, notre rencontre est quand même très importante parce que on veut donner quand même un maximum de sens et se rapprocher le plus possible, hein, dans la mesure où on peut, voilà, des us et des coutumes de l'époque. D'accord, donc le banquet sous Louis XIV. C'est ça, Dans une à famille, Rochefort. voilà, à Rochefort, dans une famille bourgeoise. Alors ça tombe très bien parce que je vous ai apporté quelques objets et aussi quelques livres de cuisine. Super, bon, on va s'installer pour regarder ça de plus près. Alors, Donc voilà comment se présentaient les livres de cuisine de l'époque, toujours reliés dans les bonnes maisons. Et là, on va avoir apparaître des livres qui vont mettre la bonne cuisine, la cuisine royale, presque à la portée de tous, j'allais dire. On ne parle pas du bas peuple, hein, mais de la noblesse et de la petite bourgeoisie. et tu aurais une recette, parce que j'ai un petit peu cette idée pour le banquet, de faire voilà, une pièce un petit peu plus imposante, Oui. avec des légumes, des navets, pourquoi Oui. pas des légumes racines. Oui, et une volaille, par exemple. Canard. Un canard. Alors c'est parfait, parce que je crois que j'ai ce qu'il te faut. J'ai sélectionné quelques recettes, et dont une de canard. Je te la lis. Après avoir ratissé vos navets, coupez-les en deux ou en long et les passez à la poêle avec lard fondu et un peu de farine. Donc après, il faut passer la volaille, donc là le canard en l'occurrence, soit au four ou alors dans une marmite. On D'accord. cuisine beaucoup à l'étouffée et on va récupérer comme ça le jus de la viande. Et on déglace les plats aussi beaucoup. Comme aujourd'hui. Pareil. Exactement. En fait, le XVIIe siècle, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la cuisine d'aujourd'hui. C'est les bases de tout. On va retrouver, par exemple, le premier bœuf mode, qui est un grand classique. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va le retrouver. Parce que, comme disait Lavarenne, donc, qui est l'un des auteurs de ces recettes, qui était cuisinier dans une grande maison, il avait dit « Moi, maintenant, quand je veux goûter une soupe aux choux, je veux qu'elle ait le goût de chou. » Chose qui n'avait pas lieu avant, parce qu'on mélangeait des tas d'épices. Alors au Moyen-Âge, on a des épices partout. Hein, Non, mais c'est marrant parce que même dans la cuisine d'aujourd'hui, il y a 20-30 ans, on était dans des mélanges très particuliers. Et là, alors par les scandales sanitaires qu'il y a pu y avoir, et par la prise de conscience également des consommateurs, on revient également encore aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, sur le produit, la qualité du produit, du producteur. C'est marrant, en fait, à chaque époque, il y a eu des allers-retours comme ça. Ce sont des modes. Ah. Alors, les épices, c'était une bonne raison parce que, en fait, au Moyen-Âge, on voulait montrer sa richesse. Et les épices étaient très chères puisqu'elles venaient de l'autre bout du monde. Donc, c'était une manière de recevoir en montrant sa richesse. Et puis, au XVIIe siècle, on voyage énormément. Les épices sont moins chères, même si ça reste un peu de produit de luxe, mais ça peut être un peu sur toutes les tables. Donc, pour faire la différence, eh bien, on revient à quelque chose de plus naturel. D'accord.
Donc on va revenir au vrai goût de la viande, vrai goût des légumes, mais toujours avec Ça, une c'est sauce. parfait. Ah oui, C'est l'époque des non, mais sauces. même aujourd'hui. Oui. Ah, un canard sans un jus de canard. Bon. Allez, on est parti. Pour les nanas. Cuisinier sans bons produits, je veux dire, ça ne sert absolument à rien et c'est même impossible. Et donc, on a la chance en France, les chefs de cuisine, d'être médiatisés. Et donc, je considère que c'est un devoir, une responsabilité pour nous, les chefs, je veux dire, de mettre en avant ces femmes, ces hommes qui travaillent souvent très dur, qui gagnent souvent très mal leur vie et qui protègent, qui perpétuent des traditions et qui nous permettent d'avoir des produits d'exception sans lesquels, je le répète, on ne ferait pas une bonne cuisine. Et on se doit de se mobiliser, hein, surtout qu'on préserve ces savoir-faire et ces produits, parce que s'ils venaient à disparaître, ça serait catastrophique. Vas-y, fais-le. Allez. En ce qui concerne Monsieur Gousseau, donc, qui est un agriculteur qui travaille tout en bio, j'ai mis 10 ans pour le trouver. Et ça rejoint ce que je pouvais dire sur le fait qu'ils ne communiquent pas. On ne les connaît pas. Il faut vraiment aller les dénicher. Et un homme encore d'exception, qui sait s'adapter au fil du temps avec la création de ces nouvelles serres, mais tout en gardant les fondamentaux et l'exigence du produit. Et c'est encore quelqu'un qui a su voilà, nous apporter de l'excellence. Et aujourd'hui, c'est une vraie collaboration avec lui. Tous les ans, on se voit au mois de novembre, décembre, où on échange sur ce qu'on va travailler dans l'année suivante. Donc, il va prévoir les semis pour planter ce qui va nous récolter ensuite et fournir nos établissements. Donc, il y a un vrai travail de collaboration. C'est vrai que certaines fois, on le lance aussi sur un produit. On lui dit, putain, on aimerait bien travailler ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, comment on pourrait le faire? Et c'est un travail main dans la main avec lui au quotidien. Et c'est sa maman tous les matins qui, avant d'aller au marché à 6 h, nous livre au restaurant. Oui. Voilà, encore des gens, je veux dire, exceptionnels, qui sont pétris de convictions et avec qui on est heureux de travailler. Oh là là, pas mal de sucre dedans. Dans vos restaurants, les cuistots et les chefs, ils voient bien la différence Non mais c'est flagrant. entre un légume qui rend de l'eau et celui qui a de la tenue. C'est clair, c'est clair. Tout à fait. Il faut prendre le temps de faire pousser son légume. Non mais c'est comme tout, hein. On est rentré dans une société où il faut que tout aille vite. Oui, voilà. Dire, on prend plus le temps de rien. Parce que là, je suis sûr que si vous la coupez en deux, celle-ci, il y a une densité de... On va voir tout de suite. Ouais. Et il n'y a pas de trou, là. Ah non, c'est... Comment? C'est pas mou, hein, il n'y a pas de trou. Ah non, non, Ah, non. ouais, Là, c'est... on dirait une pastèque. Ça, c'est les pépins. Eh ben oui. Monsieur Gousseau, merci pour la visite de cette nouvelle installation. Nous, on continue notre tournée Très bien. pour ramasser les produits pour notre banquet. Je vous remercie. Merci, Merci. bravo encore. Salut Pascal. Christophe. Bye. Je considère que quand je vais dans une région, j'y vais pour déguster les produits de la région. Et c'est vrai que dans les Deux-Sèvres, au nord de Niort, j'ai trouvé la maison Maury, qui élève des canards du début jusqu'à la fin. Quand ils parlent de leurs canards, ils veulent les mettre dans les meilleures conditions. Les bêtes ne sont pas du tout stressées. Elles vivent encore une fois dans des espaces beaucoup plus grands que nécessaire pour arriver avec un produit d'exception. Et c'est la première fois, quand je mange du magret de canard de chez eux, parce que le terroir, il est comme ça, j'ai ce petit goût de noisette. Leur foie gras est de la même veine et on en travaille énormément dans nos établissements. Il y a des très bons producteurs dans les Deux-Sèvres, la Maison Maury en fait partie. Et de pouvoir continuer à les mettre dans la boucle de cette économie régionale avec une valorisation des produits de notre territoire, pour moi, c'était un élément très important. J'ai bien envie qu'on essaye cette recette de canard. Voilà, ça va m'aider à finir de mettre en place, moi, ma recette
derrière que je souhaite faire. Alors, en cuisine. Tu me suis? Parfait. Par ici. Allons-y. Donc là, c'est vrai que pour la recette, on a pris un magret, mais à l'époque de Louis XIV, on ne l'utilisait pas. Pas tout seul, en tout cas. C'était la bête entière, parce qu'on pensait que comme le magret, c'est le ventre du canard, Ouais. ça pouvait toucher des matières comme les excréments du canard et que ça n'était pas très propre. Donc je le mets en Voilà, en on le cuisson. fait colorer tout de suite. Donc en fait, tu vois, par expérience, Oui, pas besoin, en fait, j'utilise jamais de matière grasse. d'accord. C'est déjà assez gras comme Ouais, viande. bah, tu vas voir le gras qui va... Donc là, voilà, je le marque au début un peu plus fort Oui. pour avoir une belle coloration. D'accord. Et tu vois, regarde, le gras qui commence à sortir. Ça sent bon. Hein. Ça sent le magret de canard chez Monsieur Moury. Très bien. Donc, ensuite, sur notre recette, On a nos petits navets. ok, je te ramène ça. Allez. Hop. Qui viennent directement de ton jardin. Ah non, pas le mien, de celui de Monsieur Gousseau. Attends, je vais D'accord. te les éplucher. Ah, alors le navet, c'est intéressant de le mettre dans cette recette. C'est les premières fois, lors de l'époque de Louis XIV, où on les voit apparaître sur les tables des nobles. Parce D'accord. qu'avant, c'est un légume racine, donc tout ce qui est à la terre, c'était plutôt pour les paysans. Et on préférait des feuilles aériennes qui poussent à l'extérieur. D'accord. Voilà. Je surveille un peu le canard. Ouais, et ce qui est important là, en fait, c'est, mais pour toutes les recettes, c'est vraiment de prendre le temps qu'il faut Oui, et de régler que ça soit pas trop fort et prendre vraiment le temps de faire fondre cette graisse. Oui, oui. Ce qui fait qu'à la fin, on peut se retrouver à manger la peau et la viande et que le gras, il a pratiquement disparu entre les deux. d'accord. Ouais. Donc ça, c'est une astuce à récupérer pour nos cuisines d'aujourd'hui. C'est ça. Ah, c'est les navets du jardin, hein. Ah oui. Ils sont durs. C'est bien. Ok, Voilà. super. Donc, on va mettre nos navets, tu m'as dit, dans la graisse Voilà. de canard. Dans la même graisse que la viande. Donc, pour nous, c'est canard. Voilà. Est-ce qu'on attend qu'il colore un peu, peut-être, ou pas trop non. Un petit peu. Un petit peu. Moi, je trouve que c'est bien de les faire un petit peu confire, qu'ils prennent un petit peu du gras. D'accord. Et comme ça, on est en plus sur ce qui se pratiquait à l'époque. C'est-à-dire, on est sur la pureté des goûts, quoi. Exactement. On rajoute pas autre chose. Le jus de la viande et le bouillon qui est l'âme des sauces. Donc là, on va pouvoir singer. Alors, est-ce que tu as de la farine? Alors, singer, ça, c'est un terme de cuisine actuelle, hein. Oui. Est-ce c'est que ça. je mets tout, d'après toi, au niveau de la quantité? Pour moi, ça, Oui. c'est contre la pureté des goûts. Et oui, mais c'est Louis Mais XIV. mais donc, on y va. Alors, pour Louis XIV, allez, Allez. hop, on y va. Bon, il a fait des belles choses quand même pour la France. Donc, Alors, tu me dis, encore un peu, peut-être? Ouais, encore un Il faut que toutes les navets soient vraiment recouverts. maintenant, dans la recette, On rajoute le bouillon. c'est ça. Donc, Voilà, hop, pour il mouiller. est là, je l'ai mis là. Alors, en quantité, là, comme d'habitude, eh bien, il n'y a pas de quantité dans cette recette, donc ce sera au jugé. Ça, on le régule bien après, parce que selon Oui. la réduction, Alors ensuite, eh bien, c'est le début du paquet. Et le paquet, à l'époque, c'est le bouquet garni. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Comme on le disait ce matin, eh bien, il n'y a plus d'épices, mais il y a des herbes du jardin. Donc je jette mon bouquet garni. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à rajouter le canard qui va finir sa cuisson. Donc cette fois-ci, pas côté peau, mais côté chair. Hein. oui, parce que là, on va faire cuire. Oui, Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à manger rosé. Là, le principe de la recette, c'est une viande bien cuite. oui, d'accord. Voilà. Ah si, on a oublié. On a oublié un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Je pense que tu peux être embauché à la cour de Louis XIV. Ah, très bien. Par contre, je veux pas finir Non. voilà, comme Vatel. Mais oui, c'est vrai, ce pauvre Vatel, qui n'était pas le cuisinier de Louis XIV, c'était le cuisinier du Grand Condé. Et le Condé et Louis XIV étant fâchés, il y avait un repas de réconciliation. Ce pauvre Vatel n'avait pas dormi pendant 11 jours. Donc il est arrivé le jour du repas où il était très fatigué. Et en plus, la marée, c'est-à-dire les poissons, ne sont pas arrivés à l'heure. Donc il pensait déjà à la catastrophe. Et il est allé dans sa chambre se passer une épée à travers le corps. Donc je comprends pourquoi tu ne veux pas finir comme Vatel. Non, ça va. Non, non. Mon Alors- métier me va bien comme ça. Ben, très bien. Alors, où Donc, en est on notre regarde un cuisson? petit peu. Allons-y. Bon, je pense qu'on n'est pas cuit. En tout cas. Voilà, Ah, oui. je pense que pour nous, Oui. aujourd'hui, ça serait bon. On est sur une cuisson
rosé de la viande, mais comme tu m'as dit, à l'époque, c'était bien cuit. Oui, l'époque des ragoûts. Hein. Voilà, donc on va laisser tranquillement mijoter. On va laisser mitonner, Tout comme à on dit fait. à l'époque. Et on revient tout à l'heure. À tout à l'heure, petit canard. Moi, je voulais commencer par les huîtres. Donc Oui. les huîtres, à l'époque, étaient déjà consommées. Le roi Louis XIV en était très friand à la cour. On en mangeait beaucoup, des fruits de mer, des huîtres. Et D'accord. puis, ça arrangeait beaucoup les jours maigres, parce que l'église est encore très, très présente. Et même à la cour, on fait maigre la veille des grandes fêtes, et puis aussi certains jours de la semaine. Par exemple, le mercredi des cendres, le vendredi saint, qui longtemps est resté jour de poisson. Donc les huîtres, ça sauve le repas. Ensuite, on a envie de partir sur un velouté Oui, de chou-fleur. oui, très bien. Donc à l'époque, je crois que c'était beaucoup servi, les Ah oui, veloutés. oui, on a plusieurs services dans le service à la française, hein, on en reparlera peut-être plus tard. Donc le premier service, ce sont les entrées, et puis ensuite on a des potages. Alors le potage, en fait, c'est la soupe C'est la soupe, d'aujourd'hui, c'est c'est ça. le fameux velouté. Hein. Ouais, alors pour faire un mix un petit peu, et pour pas se retrouver à faire un repas avec 7-8 plats, Et oui, c'était de valoriser en même temps donc l'esturgeon oui. et le caviar. L'esturgeon, oui, comme poisson, Oui. ça, pas de problème. Notamment les jours maigres, comme on l'a dit, alors que c'est un poisson de luxe, hein, Oui. mais on l'en trouvait aussi. Et par contre, le caviar, alors une petite anecdote tout de même, on a essayé d'en faire goûter à Louis XIV, et qui l'a mis de côté, l'a rejeté, voire l'a recraché. Hein, donc, J'avais lu ça, c'est le oui. tsar qui... oui, voilà, on a qui cru l'avait faire envoyé. plaisir en offrant Ouais. ce produit un peu particulier. Et puis, alors peut-être que ce n'était pas bien assaisonné, on ne sait pas. On n'en sait pas plus. Mais- Et j'ai cru voir Oui, que tu avais ramené un ustensile, à mon avis, qui pour la découpe du canard, je veux dire, sera top. la fourche du diable. Alors, c'est le début de la fourchette. On a déjà un peu entrevu la fourchette à la Renaissance par les Italiens. Mais que le roi avait interdit à la cour, je crois, la fourchette, Oui, non? il n'aimait pas vraiment ça. Lui, il était resté sur l'ancienne mode, comme pendant tout le long du Moyen-Âge. On mangeait beaucoup avec ses doigts. Mais c'est vrai que la fourchette est posée à gauche sur la table du XVIIe siècle, mais on ne s'en sert pas forcément. On a D'accord. surtout la cuillère et le couteau. Ok. Bon, je vais Alors, couper oui. un petit morceau de viande, Avec plaisir. qu'on goûte ce que ça donne. Ce canard. Hop. Écoute, Voilà. on met Allez. les doigts comme Ah Louis bah, XIV. oui. Comme Louis XIV. Voilà, pour moi, c'est trop cuit. Oui. Mais c'était comme ça qu'à l'époque, Voilà. ils le mangeaient. Alors, l'expérience de ces cuisines historiques, pour moi, l'important, c'est de retrouver le vrai goût, même si ça n'est plus à notre goût du jour. Les navets sont très bons. Oui, c'est vrai. Très bien. Je te remercie en tout cas pour toutes ces informations. Ben, merci à toi. C'est super. Je vais y réfléchir. Et puis, je t'attends pour le banquet, la réalisation de tout ça. Eh bien, où on écoute. pourra continuer à en échanger. Eh bien, ce sera avec plaisir. Voilà, je te merci raccompagne. beaucoup. Madame Papin, donc les huîtres Yves Papin, 4e génération. Bonjour Axel. Bonjour. Salut Grégory. Tu vas aller chercher quelques huîtres? On fait ça. Et également un des marqueurs de la qualité, je veux dire, dans notre région, sur un produit emblématique qui est l'huître de Marennes-Oléron. Bien évidemment, l'huître de Marennes-Oléron est connue et reconnue. Mais ils ont réussi ce tour de main que 2 maisons, à mon sens, ont réussi, qui sont les huîtres Gilardot et les huîtres à Papin, de surpasser même, entre guillemets, l'huître de Marennes-Oléron, qui est connue partout, pour en faire une vraie marque. On voit que pour élever leurs huîtres dans les clairs, ils sont capables de diviser par 4 ou 5 la densité d'huîtres au mètre carré. C'est parce que leur objectif premier, il n'y en a qu'un seul. Je veux dire, c'est la qualité du produit et non pas la rentabilité. Mais ils s'y retrouvent en fait, parce qu'aller sur ce chemin de la qualité, ça leur permet de les vendre plus cher, parce qu'il y a un vrai travail derrière. Et on le voit, ils se limitent même sur les quantités, ils font que 400 tonnes par an. On crée une rareté, et parce qu'ils considèrent qu'au-dessus de 400 tonnes, ils ne seraient pas capables de maintenir ce niveau d'exigence. Donc on peut qu'applaudir, je veux dire, ces démarches et les soutenir. Et sur tes exploitations, je veux dire, tu gères comment? Tu es en biploïde, triploïde? Alors moi je fais des deux. Je fais de la diploïde et de la triploïde. Alors la triploïde, on l'utilise surtout l'été, parce que la triploïde, le gros avantage, c'est que c'est une huître qui n'est pas laiteuse. Ah. Et les gens, l'été, de l'huître laiteuse, la plupart, ils ont du Ils mal aiment quand pas, même. hein. Ils n'aiment pas. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec la triploïde. Et l'hiver, je travaille avec la diploïde. Ouais, pour avoir des huîtres
De 4 saisons. À la Ouais, base, ça s'appelait les régulière, huîtres de je veux 4 dire. saisons. C'est ça. Pour vendre toute l'année. Pas de pâte laiteuse l'été. Ouais. Au-delà de la production, C'est le problème partout de la standardisation, je veux dire, de trouver des fraises, je veux dire, toute l'année, d'avoir des produits à n'importe quelle saison. Sauf qu'à un moment donné, il y a un produit, il y a une saison, il y a un respect de tout ça. Et je veux dire, il faut conduire ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Merci. Papin. Alors, même à la cour, je sais qu'ils avaient des huîtres, Oui. mais ils n'avaient pas la chance de vous avoir Non, et de pas encore. manger des huîtres de la Maison Papin. En tout cas, à merci fait. beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Jusqu'en 1900, en France, le caviar n'était pas du tout consommé. Il était donné à manger aux cochons. Donc, bienvenue à Société Sturgeon sur la pisciculture de Saint-Fort-sur-Gironde. Mais en fait, on ne se rendait pas compte qu'on avait quand même de l'or dans les mains, parce qu'aujourd'hui, quand on parle, comme il y a 20 ans, je veux dire, du caviar d'Iran, du caviar de Russie, je veux dire, c'est des produits d'exception qui coûtent un moyen énorme. Et on a, chez nous, en Charente-Maritime, je veux dire, le berceau un petit peu de l'élevage d'esturgeons et de la production de caviar. Donc ça fait 100 ans que la production a reprise et qu'aujourd'hui, le caviar d'Aquitaine a repris ses lettres de noblesse. Et donc, obligatoirement, je veux dire, être cuisinier et avoir la chance d'avoir des produits comme ça dans notre département et les mettre en avant et qu'on voit le travail encore de qualité, la difficulté que c'est d'élever des esturgeons, le temps que ça prend, qu'on les voit, en fait, ils sont amoureux en fait de leur poisson. Ils en prennent soin comme si c'était des enfants et on arrive à la fin à un produit d'exception que nous, restaurateurs, de surcroît en Charente-Maritime, on a le devoir et on a la chance de pouvoir les utiliser. Alors, le banquet, Marie, le banquet. C'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard, t'arrives pour le thé. Tu veux boire un thé? Non, merci. Bon, ben tu t'installes et puis tu fais ton boulot, quoi. Hein? Merci. Voilà. Mais il y a une place ici. Rochefort en Histoire est une association de reconstitution historique. Et on fait tous les âges de Rochefort, en fait. Donc, avec, en tout cas, l'âge d'or de Rochefort, c'est-à-dire qu'on commence à 1660 et on va jusqu'aux années, jusqu'à l'entre-deux-guerres, en fait. Donc, toutes les petites mains que vous voyez là travaillent voilà, ardemment, méticuleusement, de manière à peu près identique à ce qui se passait à l'époque. Bon, vous voyez des machines, mais elles sont très peu utilisées, en tout cas en fonction des périodes que l'on représente, puisqu'on s'attache à ne pas faire d'anachronisme. Par exemple, on pourra vous citer que sur tous ces costumes-là, il n'y a pas de boutonnière ou d'œillets qui servent à passer les lacets, qui sont faits mécaniquement. Tout est fait à la main. On utilise des matières qui sont histocompatibles, c'est-à-dire qu'on utilise des matières plutôt naturelles, de la soie, de la laine, du lin, du coton. Parfois des matières mélangées, parce qu'on ne trouve pas toujours les matières que l'on souhaiterait, mais on essaye le plus possible de s'approcher de la réalité historique. Alors bien sûr, on est obligé de l'adapter aux morphologies actuelles, parce que nos corps ont changé. En plus, on n'est plus habitué à subir les contraintes physiques que subissaient les personnes qui portaient ces costumes. Mais on essaye en tout cas de respecter au moins la structure. C'est-à-dire que tous nos vêtements, notamment les femmes par exemple, on porte les mêmes sous-vêtements, c'est-à-dire la chemise, le corset, après les attributs qui ajoutent du volume. Au XVIIe, en l'occurrence, c'était un vertugadin ou des boomerolls, donc, qui sont des espèces de petits coussins qu'on se place au niveau des hanches et des fesses et qui augmentent du volume et qui, du coup, donnent une impression de plus de minceur au niveau de la taille. Voilà. Donc, on essaye de faire au mieux et effectivement,
Chaque costume demande beaucoup de travail parce qu'il y a une adaptation à la morphologie de la personne quand même, parce qu'il faut qu'elle puisse rentrer dedans. Mais c'est ça, en fait, aussi la beauté de l'enjeu et la passion qui nous anime tous ici. Voilà. Ouais, non, mais là, t'as une robe de princesse, donc tu peux tourner comme une princesse. Oui, puis c'est le coup, puis après, ouh. Donc après, avec les bijoux... Monsieur, bonjour. Voilà. Et bonjour. Ah, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Muriel. C'est gentil de venir Bonjour nous voir. Marquise. Quel plaisir, quelle joie. Vous venez voir les préparatifs. Ah oui, puis ici ça travaille toujours dans tous les sens et dans la bonne humeur, moi j'aime Dans la bien. bonne humeur, Ah oui, oui. ça on se marre bien chez vous. Là. Dans la bonne humeur. Alors comme vous voyez, les petits points de dernière minute. Mais on sera prêt pour vendredi. Bah ça j'en suis sûr. Pour faire plaisir à monsieur Coutenceau. Voilà. Ah bah ne serait-ce que ça. Alors, Voilà. Monsieur, bonjour. Ah, monsieur Coutenceau. Bonjour Muriel. Bonjour Denis. Bienvenue à Rochefort en Histoire. Merci beaucoup. Voilà. Donc je vais en profiter pour vous présenter bien. les costumes. Mais on va commencer, allez, honneur aux messieurs pour commencer. On va appeler un beau mousquetaire là, qui est à l'entrée. Voilà. Voilà. Donc c'est lui qui va nous protéger. Ah oui, comptez sur lui pour vous protéger. Et nous avons aussi un garde suisse de la maison du roi, donc voilà, attaché à la personne du roi. Donc du personnel de qualité, vous voyez. On se sent mieux. On se sent mieux. On se sent protégé d'un seul coup. Hein. On se sent protégé. Ça c'est tout à fait caractéristique de Rochefort parce que Rochefort, comme c'est une implantation militaire, Ouais. en fait les officiers, les grands commis, les intendants, ils connaissent la cour. Et donc, dans ce petit bout de province, en fait, on est très proche de ce qui se passe à Versailles, avec la même ambition de briller, évidemment, d'être... Ouais, donc il y avait un mimétisme alors, il existait partout, mais là, ils avaient en plus accès vraiment aux dernières modes. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on pourrait se dire, ici, on est dans une usine, on fabrique des bateaux de guerre, on se soucie fort peu. Eh bien, pas du tout. La mode est omniprésente. Et elle est même d'autant plus présente que on veut briller, on veut être au niveau de Versailles. Quoi. Donc, à ce propos, je peux vous faire voir une magnifique coiffe à la fontange, qui est assortie à la robe, et qui avait été mise au goût du jour par la courtisane de Louis XIV. Mademoiselle de Fontange a voulu accompagner le roi à la chasse, et elle s'est pris les cheveux dans des branchages, donc elle a rattrapé sa coiffure comme ça vite fait, avec des rubans, et le roi a trouvé ça charmant, et il lui a demandé dorénavant de se coiffer comme ça. D'accord. Donc évidemment, tout le monde a voulu se coiffer comme ça. Alors évidemment, agrémenté avec des dentelles, avec des choses, mais c'est le hasard qui a mis cette coiffure à la mode. D'accord, donc c'est pas un rapport et des échanges avec la cour espagnole. Ah non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. D'accord. Je vous remercie, c'était très intéressant, instructif, et ça va m'aider encore un peu plus pour le banquet. Et donc, je vous donne rendez-vous donc, pour partager ce moment tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Grégory. Merci d'être venu. Ouais, non, mais là, il est pas cuit. Hein. Sur la chili, je cuira sur la bouche, chef. Vas-y, je te laisse les ouvrir. On garde le jus. Donc, on en fait 4. Donc, on a l'échalote. Il nous faut la salicorne et le maceron. On commence le repas donc avec l'huître donc de Madame Papin qui était consommée donc à l'époque. Donc là on a ce rappel en fait avec le travail de la salicorne, de l'échalote donc qui sont mis à cuire avec un peu de vinaigre pour permettre de mieux faire passer un côté aseptique de l'huître. Donc ça c'est la mise en bouche on va dire. Et ensuite on va se focaliser sur deux aspects. On va avoir le velouté de chou-fleur. Les veloutés étaient énormément consommés donc du temps de Louis XIV dans des grandes soupières, donc servis à la louche. Et on a couplé ça avec une vision un petit peu plus moderne, donc celle de l'esturgeon, donc qui là est servi à l'assiette, qui est une légère entorse quand même, parce que souvent à l'époque tout était servi au plat. Mais comme on va leur faire déguster avec le velouté de chou-fleur, c'est quand même plus simple pour aujourd'hui de le mettre dans ces assiettes. Donc là, voilà, on a le parallèle entre donc, l'esturgeon, le velouté de chou-fleur, je veux dire des produits qui étaient consommés. Petite entorse encore, parce que c'est quand même un produit d'exception. On rajoute quelques grains de caviar
même si le roi ne voulait pas trop en entendre parler. Et enfin, la pièce maîtresse, qui est là vraiment symbolique des banquets de l'époque, c'est le canard. Canard donc, qui est farci donc, sous sa peau. Donc là, on a une farce qui est faite à base de foie gras, de magret de canard fumé, d'épices, de fruits secs. Après, à la cuisson, ça va. Oui, Je veux dire, ça va. Là. Non, mais je pense que ça sera bon parce que la liaison, elle va se faire avec la fonte, puis le gras qu'il y a sous la peau. Le reste de farce, on va le mettre à l'intérieur. Ça reste un peu. Tout ça farci avec beaucoup d'agrumes en plus. Donc on a rajouté des jus d'orange, des jus de citron vert, des écorces d'orange confites pour préparer les légumes que seront les navets et les endives. Donc vraiment des légumes donc, consommés à l'époque. Très peu de fourchettes. Ben, les convives vont devoir picorer dans les plats les légumes, que ce soit les navets, les endives ou le canard farci sous la peau. Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez venir voir 2-3 minutes pour qu'on vous présente les plats pour les déguster par la suite? Alors, pour l'idée du banquet, on va le présenter en trois volets. Donc, on a commencé par une huître de Monsieur Papin, qu'on a agrémenté d'un condiment réalisé à base d'échalotes, du jus d'huître salicorne, avec un moulin à poivre dans lequel on a mis le mousseron, qui est une baie de l'île de Ré. Ensuite, on est sur un esturgeon donc, qui a été juste cuit au vin blanc au four, sommité de chou-fleur, de la cébette, du caviar. Et donc, au dernier moment, donc, il faudra mettre le velouté de chou-fleur dans l'assiette pour que les clients puissent le consommer. Et enfin, donc, le canard de Monsieur Maury, donc on a relevé la peau. On a fait une farce ensuite avec du magret de canard fumé, du foie gras, de l'orange confite, pistache et noix. On a refermé la bête, on l'a fait cuite au four avec, en milieu de cuisson, jus d'orange. On a rajouté donc des navets qui étaient beaucoup consommés à l'époque. Les endives qu'on a fait d'abord sur le grill et ensuite qu'on a glacé donc avec jus d'orange, beurre noisette et sucre. Donc voilà, donc je vais vous demander de vous rapprocher. Voilà, vous avez les couverts qui sont ici. Hop. Merci, messieurs, dames. Bonjour Julien. Bonjour chef. Ça va? Ça va, parfait. On en est où donc sur la sélection des... J'ai sélectionné 2 vins pour la soirée. Ouais. On va d'abord, je vais vous faire goûter un vin blanc pour commencer. Pas de bulle, pas de champagne? Non, pour pas le... de champagne. Alors, pour Louis le début du XIV repas était vraiment fan de champagne, mais à l'époque, on ne maîtrisait pas encore l'effervescence, donc il buvait D'accord. plutôt des vins rouges tranquilles.
notamment des vins de la Val de Rissé. Voilà, il était D'accord. fan de ça. Et après, les champagnes sont arrivés plutôt sous Louis XV. D'accord, donc pas de bulle pas de pour champagne, commencer. donc on commence Non. directement avec des vins tranquilles. Des vins tranquilles. Et pour l'accord qu'on va réaliser, je trouvais intéressant de marier le Chablis avec justement l'huître. Chablis, là, vous connaissez, c'est du chardonnay. Hein. Ce côté très minéral qui va bien se marier avec le côté iodé de l'huître. Oui, avec l'iode de l'huître. Et c'est voilà, et parfait, on va de toute retrouver façon. la salicorne aussi qui va apporter ce côté un petit peu iodé. Et ensuite après, donc, alors Louis XIV était vraiment fan de Bourgogne rouge notamment. Donc Bourgogne rouge, donc cépage pinot noir, hein, classique. Ce que je trouve intéressant sur ce vin, on a des notes vraiment épicées, ce côté poivré qu'on va retrouver. Fruits à chair noire aussi, ce côté un peu cerise, griotte. Et l'avantage avec le pinot noir, c'est un cépage qui est très peu tannique, donc on a beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, et pas le côté asséchant qu'on peut avoir sur certains vins d'autres régions. Donc pour le service du vin, à l'époque, Ah oui, comment service, ça se passait, s'il te plaît? rien à voir avec Pierre aujourd'hui. Donc il y avait les chansons, qui était le sommelier qu'on a D'accord. aujourd'hui, qui faisait les assemblages entre l'eau et le vin, jusqu'à temps que le vin lui convienne. Donc ils équilibraient avec de l'eau Ils équilibraient, ils le vin. faisaient goûter au roi, et le roi validait ou non, selon son goût personnel. D'accord, mais c'était que pour lui, ce service comme ça, au verre, quand il le souhaitait? Non. Pour tous les convives, on s'adaptait au goût du convive, en fait. D'accord. Avec différents styles d'assemblage. Ok, super. Et pour notre banquet à Rochefort, donc sur l'aristocratie rochefortaise, la consommation était faite de la même façon? C'était fait de la même façon. Bien sûr, il y avait moins de vins de Bourgogne consommés, étant donné la distance par rapport à Rochefort. Donc on retrouvait un peu plus de vins bordelais. On retrouvait des vins de Fronton et un petit peu aussi des vins sucrés. Les gens aimaient bien les tocailles d'Hongrie, quelques sauternes aussi qu'on retrouvait en sucré. Bon, bah super. En tout cas, je veux dire, belle association. Je pense que ça sera parfait Ouais, ça va être une belle soirée. avec le menu. Donc, je te laisse. Super. Je te laisse continuer à Je prépare préparer ça. tout ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Henri Colbert du Théron et Madame. Monsieur l'intendant Michel Bégon et Madame. Monsieur Denis Roland, historien, et Stéphanie Roumégou. Monsieur Alexandre de Martin de Viviès et Madame. Monsieur Thomas Wallace et Madame Hortense Bonaventure. Monsieur le capitaine de Brissac et Madame. Monsieur le comte Manuel Éric de Savera et Madame la comtesse Athénaïs de Talence. Huître de Marennes-Oléron et son condiment vinaigré. Bon appétit. Avant que Louis XIV ne fonde cette ville, il n'y avait quasiment personne ici. Il était 300 ou 400 habitants, je ne sais même pas très bien combien. Et quelques années plus tard, il y a 15 000 habitants. Oui, rien n'est prévu vraiment pour eux. Et les gens s'entassent dans des espèces de maisons en bois, quoi, dans des cabanes. Il n'y a pas de source, c'est vraiment pas de chance. Donc les gens font des puits partout, sans aucun contrôle. Et c'est un vecteur de propagation de maladies constant. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, autour de Rochefort, il y a des marais. Dans les marais, il y a des moustiques. Et le paludisme va sévir jusqu'à la fin du 19e siècle de manière extrêmement... Enfin, certaines années, c'est dévastateur. Et la mortalité à Rochefort est effectivement très élevée, dans un royaume où elle est déjà très élevée. Sympa, non? Allez, s'il vous plaît. Vous avez constaté qu'il n'y a pas de verre sur la table. Le service du vin était sur une table à part, parce qu'on avait peur de renverser le verre, les carafes. Donc on mélangeait souvent de l'eau avec du vin. Ça, c'est une tradition héritée du Moyen-Âge. Mais c'est vrai que le service du vin à table, c'était un peu compliqué. On pouvait mourir de soif. Si le serviteur ne vous voit pas demander à boire, eh bien, à moins que vous ne soyez venu avec votre propre valet.
Dans ce cas, il restera à vos côtés pour vous servir. Biscuits d'esturgeon, caviar d'Aquitaine et crémeux de chou-fleur. Ah bah oui, parce que dans les premières années qui suivent la fondation de l'Arsenal, la société rochefortaise, on ne la connaît pas très bien, mais il y a une aristocratie qui est essentiellement composée d'officiers et de leurs familles. Et puis il y a des dizaines et des dizaines de familles qui travaillent toutes pour l'Arsenal. Hein. Il y a la seule activité, c'est ça. Et donc il faut imaginer qu'il y a des populations qui arrivent des fois pour pas très longtemps, parce qu'il y a un travail à faire, il y a des gens qui viennent avec leur famille et des gens sans. Et donc il y a tout ce qu'on imagine de cette société, qui est d'ailleurs toujours très liée, même aujourd'hui, au monde portuaire. Hein. Il y a des bas-fonds. Et la prostitution qu'on devine à travers un certain nombre de courriers a l'air absolument incroyable, Rochefort. Les courriers de l'intendant parlent très souvent de cette question, pour s'en plaindre, en disant que c'est un scandale, etc. En fait, on sent très bien que la tolérance est nécessaire. On sait très peu de choses d'ailleurs sur ces filles. On sait qu'elles sont très méprisées par tout le monde, mais que probablement l'Arsenal n'aurait pas fonctionné sans elles. Peut-être qu'elles sont plus utiles que certains officiers, mais ça, faut pas le répéter. Un peu plus de vin, s'il vous plaît. Canard farci sous la peau aux fruits secs et navet au jus gras. Côté hygiène, eh bien, Louis XIV avait toujours une petite serviette humide à côté de lui pour nettoyer ses doigts de temps en temps entre les plats. Quant au bain du roi, eh bien, la légende veut qu'il n'en ait pris que 2 dans toute sa vie. Un à l'âge de 7 ans et un lors de sa fameuse opération de la fistule. Mais je ne veux pas vous couper l'appétit surtout. Non, non, aucun problème. Il n'y a pas de souci. Très bonne cette fistule. Oui. Cette fistule, elle va finir par être opérée. L'opération est dangereuse, mais elle est quand même tentée parce que le roi souffre le martyre. Elle réussit. Et dans tout le royaume, on célèbre l'événement en chantant des tédéums et en composant des hymnes à la gloire du Très-Haut qui a permis au roi de ne plus avoir mal au cul. Et assez étrangement, l'un de ces hymnes va traverser la Manche, arriver en Angleterre, où il est modifié, adapté, chanté, et c'est une chanson qu'on connaît tous, puisque c'est le God Save the Queen. Les Anglais sont le seul peuple dont l'hymne vient du trou du cul d'un roi. Je ne vous propose pas une pomme en dessert, mais plutôt une poire, puisque je sais que vos dents sont gâtées. Donc plus facile à manger. Louis XIV adorait les poires. Il les faisait cultiver par Lacintini, qui était son jardinier, bien sûr, qui lui a inventé des variétés. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, étant donné qu'on donnait aux poires des noms assez coquins de temps en temps, parce que la légende veut qu'il y ait une poire qui, je n'ose le dire, s'appelait Baise-moi mignonne. Pardon. Bon appétit. C'est qu'on a envie de l'éplucher. Bravo.
Maintenant, on va passer au salon. La réalisation de ce banquet a été voilà, un exercice très enrichissant. Ça nous permet de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et je pense que l'histoire de la cuisine, c'est un petit peu la même chose. Parce que le velouté de chou-fleur, aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le Gringoire et Saunier, qui est un peu le livre de cuisine de référence, c'est le potage du Barry. Donc, des choses se sont modifiées, mais ça reste quand même le moment de la création la plus forte en cuisine, ou en tout cas une vraie évolution. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses avec l'émergence de régimes alimentaires très, je veux dire, spécifiques. On est en train de modifier quand même l'écriture, je pense, du futur de comment on va manger. Vous avez trop mangé, hein? Il est ma perte. Je n'engage pas d'argent. Mon mari est à côté. Il vaut mieux.